Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube Mandarin TV. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo à droite pour ne rien rater des actualités, reportages et documentaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Et sans transition, voici les titres de l'actualité. Les vaccins anti-Covid-19 pourraient être améliorés dans les prochaines semaines pour faire face aux nouveaux variants du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud. La Chine met en place des tests rectaux pour dépister le Covid-19, une méthode fiable mais critiquée par certains voyageurs. À l'approche du nouvel an lunaire, Beijing renforce les restrictions sur son territoire. Plusieurs provinces chinoises sont privées d'électricité cet hiver en raison d'une pénurie de charbon. Nous partirons également dans les montagnes du Guizhou pour découvrir un centre de haute technologie. La Chine développe deux nouveaux types de réservoirs de fusées pour améliorer les capacités de lancement. L'année sino-grecque de la culture et du tourisme sera inaugurée en mai. Ils deviennent de plus en plus des biens publics mondiaux. Les vaccins chinois contre le Covid-19 continuent de s'exporter à l'international. Malgré tout, les autorités souhaitent les améliorer afin de faire face aux différents variants du Royaume-Uni ou d'Afrique du Sud. Les précisions dans ce reportage. Les vaccins anti-Covid chinois fabriqués à partir du virus inactif pourraient être améliorés pour faire face à de nouvelles variantes dans environ 2 mois, a rapporté mardi le Global Times, citant un expert du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies. On craint en effet que les nouvelles variantes du nouveau coronavirus au Royaume-Uni et en Afrique du Sud ne réduisent l'efficacité des vaccins Covid-19 développés par les sociétés pharmaceutiques mondiales au cours de l'année dernière. De nouvelles variantes du virus se sont en effet propagées rapidement dans le monde entier. Si nécessaire, une mise à niveau du vaccin Covid-19 de Chine pourrait être achevée dans environ 2 mois, a déclaré Zhao Yiming, membre du comité consultatif sur le développement de produits pour les vaccins de l'Organisation mondiale de la santé. Aucun signe n'incite pour le moment à une mise à niveau urgente des vaccins fabriqués en Chine, car les vaccins actuels offrent toujours une protection satisfaisante. Actuellement, 5 vaccins, 2 en Chine, 2 aux États-Unis et 1 au Royaume-Uni, ont déjà été largement utilisés dans le monde entier. Parmi les 5 vaccins candidats, ceux de Sinovac, BioNTech et de Sinopharm en Chine sont basés sur une technologie à virus inactif. Dans le même temps, ceux développés par les sociétés pharmaceutiques américaines Pfizer et Moderna utilisent la technologie de l'ARNM. En outre, rappelons que la Chine s'est engagée à faire du vaccin chinois un bien public mondial dans l'objectif de rendre le vaccin abordable et accessible aux pays en développement. Et justement, pour endiguer cette épidémie de Covid, la Chine continue d'effectuer de nombreux tests. À ce titre, le pays a recours de façon croissante au dépistage recto pour tester les sujets à risque et les voyageurs arrivant de l'étranger. Une méthode fiable, mais qui, vous allez le voir, ne fait pas l'unanimité. C'est une technique de dépistage efficace, mais qui a du mal à passer. En effet, selon plusieurs internautes locaux ainsi que la télévision locale, la Chine a recours dans certaines circonstances à des dépistages du coronavirus via des prélèvements rectaux. Selon la chaîne CCTV, plusieurs résidents de quartiers de Pékin où plusieurs cas ont été découverts. Des milliers de personnes ont été dépistées en étant soumis à un écouvillonnage rectal. La mesure est aussi imposée aux personnes soumises à des quarantaines dans des hôtels, notamment les voyageurs arrivant de l'étranger. Le dépistage rectal permet d'augmenter le taux de détection des personnes infectées, car le coronavirus reste présent plus longtemps dans l'anus que dans les voies respiratoires. C'est ce qu'a indiqué à CCTV le médecin Li Tongzheng de l'hôpital Yuan de Pékin. Pointée comme étant le foyer de démarrage de la pandémie de Covid-19, la Chine mène une guerre et une traque sans merci au virus.
recourant à des mesures rapides et dures, une politique qui a comme résultat de voir l'épidémie endiguée dans le pays depuis le printemps 2020. Ainsi, 2 morts seulement ont été recensés depuis le mois de mai dans le pays, mais quelques petits foyers de contamination apparaissent depuis quelques semaines. Évidemment, sur Internet, les réactions oscillaient mercredi entre effroi et dérision. Soulagé d'être déjà rentré en Chine, écrit un utilisateur du réseau social Weibo. C'est pas trop douloureux, mais certainement super humiliant, estime un autre. D'autres ayant déjà dû subir l'écouvillonnage rectal s'en remettent à l'humour. J'ai fait 2 dépistages anaux. Dans la foulée, on m'a aussi prélevé un échantillon dans la gorge. À chaque fois, j'avais peur que l'infirmière oublie de changer d'écouvillon entre les deux, plaisante un autre utilisateur de Weibo. CCTV a précisé dimanche que les tests rectaux n'avaient pas vocation à être généralisés, car ils ne sont pas assez pratiques. Toutes les personnes désirant se rendre dans le pays doivent présenter avant l'embarquement 2 tests Covid négatifs, PCR et sérologiques, et effectuer à leur arrivée et à leurs frais une quarantaine d'au moins 14 jours dans un hôtel. Et face à cette recrudescence de cas, Beijing renforce les restrictions dans sa ville. Des mesures drastiques qui interviennent à l'aube de la saison de voyage de la nouvelle année lunaire qui débute jeudi, une période durant laquelle des millions de Chinois voyagent à travers le pays. À l'approche du nouvel an lunaire, les autorités chinoises prennent de nouvelles décisions pour endiguer l'épidémie de Covid-19. La partie continentale de Chine a signalé 75 nouvelles infections mardi, dont 55 transmises localement. Rappelons que la province du Heilongjiang dans le nord-est du pays est la plus durement touchée avec 29 infections. Les autorités ont indiqué que 20 cas importés avaient été enregistrés dans 4 provinces et dans les villes de Shanghai et Tianjin. Face à ce rebond épidémique, la capitale de Beijing va désormais exiger que les personnes en provenance de zones à faible risque en Chine présentent un test négatif à la Covid-19. D'autres tests devront également être effectués au 7e et 14e jour de leur arrivée. Ces mesures renforcées interviennent avant le pic de la saison de voyage de la nouvelle année lunaire qui débute jeudi. Ces vacances de plusieurs jours sont considérées comme la plus grande migration humaine avec des centaines de millions de Chinois qui voyagent à travers le pays. Jusqu'à aujourd'hui, la Chine a effectué 22 millions de vaccinations, des efforts entamés il y a maintenant 6 semaines, ciblant d'abord les groupes à haut risque tels que les membres du corps médical et ceux du secteur des transports. Un total de 96 patients du Covid-19 sont sortis guéris de l'hôpital après leur rétablissement mercredi dans la partie continentale de Chine. C'est ce qu'a déclaré jeudi la Commission nationale de la santé dans un rapport quotidien. Et en cette période de grand froid, dernier terme solaire de l'année du calendrier lunaire chinois, des provinces chinoises sont privées d'électricité. La cause, une pénurie de charbon, un manque paradoxal alors que la Chine est actuellement le premier producteur mondial de charbon. La Chine fait face à un manque d'électricité dans certaines régions cet hiver, la faute à une pénurie de charbon, une information notamment rapportée par le média chinois Global Times qui cite le cas de plusieurs provinces, le Hunan, le Jiangxi, le Zhejiang et la région autonome de Mongolie intérieure. Cela peut sembler paradoxal dans la mesure où la Chine est actuellement le premier producteur mondial de charbon. Pourtant, dès le 7 décembre dernier, la Commission nationale du développement et de la réforme avait tiré la sonnette d'alarme. L'institution s'inquiétait de l'augmentation de la consommation d'électricité de plus de 14,1%, supérieure à la même période en 2019. Une soudaine augmentation qui s'expliquerait en grande partie par une vague de froid exceptionnelle. Selon China News, les températures à Pékin sont par exemple descendues à leur plus bas niveau depuis 1966. Certains analystes ont tenté d'expliquer cette pénurie par une diminution des importations de charbon en provenance d'Australie. Les relations entre cette dernière et la Chine se sont en effet détériorées ces derniers mois. Selon le Global Times, cette piste est peu vraisemblable. L'Australie exporte en grande partie du charbon à coke vers la Chine, davantage utilisé dans la métallurgie que dans le chauffage. Le volume échangé serait aussi très bas dans l'absolu. Selon les chiffres de Everybring Securities, l'Australie a exporté 72 millions de tonnes de charbon vers la Chine en 2019. C'est en effet bien peu face à la production chinoise dans la même période qui s'élève, elle, à plus de 3 855 millions de tonnes.
Eux ne manquent pas de charbon mais d'amour. Selon les statistiques du ministère des Affaires civiles, le nombre de célibataires en Chine devrait encore augmenter l'année prochaine. Rappelons qu'en 2018, le pays comptait déjà 240 millions de célibataires. Selon les statistiques du ministère des Affaires civiles, en 2018, la population célibataire de la Chine a atteint 240 millions de personnes, dont plus de 77 millions d'adultes vivant seuls. En juillet, le ministère a publié des données montrant que le nombre d'adultes vivant seuls devrait atteindre 92 millions l'année prochaine. La population célibataire du pays est passée de 170 millions en 2013 à 240 millions en 2018, tandis que les enregistrements de mariage ont diminué chaque année depuis 2014. Par ailleurs, a indiqué le ministère, le taux de divorce, lui, a grimpé pendant 16 années consécutives. Au début de l'année dernière, alors que le premier groupe de la génération post-90 a atteint 30 ans, l'application de rencontres Tantan a publié un rapport sur ce groupe basé sur des sondages auprès de 3231 répondants. Le rapport a également montré que plus de 70% des célibataires de 30 ans étaient seuls depuis 2 ans ou plus, 72% attribuant la difficulté de trouver un partenaire à leurs réseaux sociaux limités. Il a également révélé que 81,9% des répondants étaient souvent pressés de se marier par des membres de la famille plus âgés. Partons maintenant dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. Autrefois synonyme de zone enclavée et peu développée, la province est aujourd'hui devenue un gigantesque centre de mégadonnées. Zoom sur cette ascension fulgurante. La province du Guizhou dans le sud-ouest de la Chine, autrefois synonyme de zone enclavée et de développement arriéré, est aujourd'hui devenu le grand centre des mégadonnées de l'ouest de la Chine. Peu de gens avaient prévu ce développement. En effet, il y a moins de 10 ans, plus d'un habitant du Guizhou sur 4 était classé comme pauvre. Les facteurs qui ont freiné le développement économique pendant des décennies sont d'abord un terrain montagneux qui entravait la connectivité interrégionale, mais également un éloignement des ports de commerce et le manque de talents locaux qui semblaient insurmontables. La rencontre de la province avec les mégadonnées a donc été une surprise. Ces dernières années, les projets et les entreprises de haute technologie ont eu tendance à se regrouper dans les provinces côtières du sud et de l'est, qui possèdent des chaînes industrielles matures pour la fabrication de haut niveau, ce qui en fait des endroits où les diplômés universitaires et les professionnels expérimentés préfèrent s'installer. Pour étancher la soif de nouvelles opportunités de développement, le Guizhou a pris en compte les conditions locales et a découvert la valeur cachée de ses faiblesses. Bien que située dans le sud-ouest du pays, la province est loin des grandes ceintures sismiques du pays et des régions adjacentes. Peu de secousses d'une magnitude supérieure à 3,1 y ont été signalées, ce qui réduit évidemment le risque de tremblement de terre pour les grands centres de données. Les montagnes accidentées et les vallées profondes, un casse-tête typique pour la construction des réseaux de transport, donnent à la province un climat tempéré qui fait baisser les énormes coûts de refroidissement supportés par les sociétés de données. La température annuelle moyenne du Guizhou est en effet de 15 degrés Celsius. Comparé à d'autres sites majeurs du stockage de données, prisés pour leur climat frais comme la région autonome de Mongolie intérieure au nord-ouest de la Chine, le Guizhou bénéficie d'une bonne qualité d'air qui élimine le besoin de purificateurs d'air dans les salles de serveurs géantes. Parallèlement, grâce à d'abondantes ressources énergétiques et à la construction accélérée d'infrastructures Internet, la province peut répondre aux demandes des sociétés de données avides d'énergie à un prix relativement bas. Le développement industriel et économique du Guizhou est toujours en retard par rapport aux puissances économiques traditionnelles, mais la province est en tête de la course en termes d'utilisation et d'analyse des données pour innover et améliorer les moyens de subsistance. Et parlons technique maintenant, la Chine a développé 2 nouveaux prototypes de réservoirs de fusées. Ces derniers peuvent aider à réduire le poids des fusées et à améliorer les capacités de lancement. La Chine a développé 2 nouveaux prototypes de réservoirs de fusées qui peuvent aider à réduire le poids des fusées tout en améliorant les capacités de lancement. C'est ce qu'a annoncé China Aerospace Science and Technology Corporation, aussi appelé CASC. Les 2 nouveaux prototypes développés par l'Académie chinoise de technologie et des lanceurs dans le cadre de la CASC ont tous deux un diamètre de 3,35 mètres. L'un est fait d'alliage d'aluminium et de lithium et l'autre en matériaux composites. Le réservoir de fusée en alliage d'aluminium et de lithium est 15% plus léger et 30% plus résistant que les réservoirs classiques en alliage d'aluminium et de cuivre. Il a passé plusieurs tests et a montré de bonnes performances et a initialement satisfait aux exigences
pour une application d'ingénierie. Il devrait être utilisé pour une série de fusées porteuses, améliorant l'efficacité structurelle et la capacité de transport des fusées Longue Marche 5, Longue Marche 7 et Longue Marche 8, mais d'autres fusées également. Il jettera également les bases du développement de fusées lourdes de plus grand diamètre et de la nouvelle génération de fusées habitées. Le prototype de réservoir de fusée en matériaux composites sera quant à lui principalement utilisé dans des environnements à oxygène liquide. Par rapport au réservoir de fusée en métal, il est environ 30% plus léger, a une meilleure résistance et une endurance plus élevée. Il présente également les avantages d'une réduction des processus de production et d'un cycle de production plus court, ce qui contribuera à réduire les coûts des fusées. Selon la CASC, les chercheurs effectuent actuellement une série de tests et d'évaluations sur le réservoir. Retour sur Terre avec une autre présentation, celle d'une locomotive. En effet, la Chine a dévoilé sa première locomotive à hydrogène développée localement. La machine est notamment capable de fonctionner pendant 24 heures et d'atteindre une vitesse de 80 km/h. La Chine dévoile sa première locomotive à hydrogène développée localement avec une vitesse de 80 km/h et une puissance continue de 700 kW. La locomotive, qui est la première de ce genre développée par la Chine, peut fonctionner continuellement pendant 24 heures. Sa charge maximale de remorquage, elle, dépasse les 5000 tonnes. La locomotive utilise une combinaison d'un système de piles à hydrogène et d'une batterie au lithium haute puissance. Par rapport aux locomotives à carburant et électriques traditionnelles, les locomotives hybrides à hydrogène sont non seulement plus sûres et plus respectueuses de l'environnement, mais aussi plus silencieuses, moins chères et plus faciles à entretenir. De plus, la conception modulaire de la locomotive lui donne la flexibilité d'utiliser des niveaux de puissance et des modes de puissance différents pour répondre aux demandes des clients pour de multiples applications, telles qu'une utilisation dans des tunnels et des mines. Un point culture maintenant, nous avons appris dans un communiqué publié mercredi que l'année sino-grecque de la culture et du tourisme 2021 sera inaugurée en mai. Lors de la cérémonie d'ouverture, des statues de Socrate et Confucius seront notamment dévoilées. Les deux pays ont pour objectif d'approfondir leurs relations de coopération et d'organiser des événements sur la culture et le tourisme. L'année sino-grecque de la culture et du tourisme 2021 sera inaugurée en mai, ont déclaré des responsables dans un communiqué publié mercredi. La ministre grecque de la Culture et des Sports, Lina Mendoni, s'est entretenue cette semaine avec l'ambassadeur de Chine en Grèce, Zhang Qiye, pour discuter du programme des événements qui se dérouleront de mai 2021 à mai 2022, selon un communiqué de presse transmis par courriel par le ministère grec. Au cours de l'année sino-grecque de la culture et du tourisme, les deux pays ont l'objectif d'approfondir leurs relations de coopération, mais aussi de promouvoir l'amitié entre les deux peuples et d'étendre leur coopération et d'organiser des événements sur la culture et le tourisme. Lors de la cérémonie d'ouverture, des statues du philosophe grec Socrate et du philosophe chinois Confucius seront dévoilées sur le site archéologique de l'ancienne agora près de la colline de l'Acropole au centre d'Athènes. Intitulée Socrate et Confucius, une rencontre, cette sculpture a été réalisée par le conservateur du musée d'art national de Chine, Wu Weishan, qui fera don de cette œuvre. Selon l'évolution de la pandémie de Covid-19, les musées de Grèce et de Chine ont prévu d'échanger au moins 6 expositions au cours de l'année de la culture et du tourisme. De plus, des conférences et des concerts en ligne mobilisant la participation d'artistes grecs et chinois sont prévus. Les deux parties souhaitent également renforcer leur coopération sur des questions relatives au patrimoine culturel, mais également à la création artistique contemporaine, selon ce communiqué de presse. Et c'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos vidéos sur mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Très bonne journée ou très bonne soirée à tous sur Mandarin TV.